Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VECA en partenariat avec SMAC l'assurance, aujourd'hui leader de l'assurance des collectivités territoriales. En complément de ces contrats d'assurance, elle développe une gamme de services et d'outils qui permettent aux décideurs territoriaux d'appréhender leurs risques et de mettre en place des plans d'action. Et elle parraine également un cycle de webconférences, dont celle-ci aujourd'hui, dont le titre est clair, conflit d'intérêts, ça n'arrive pas qu'aux autres. Cette webconférence est en partenariat avec l'ADGCF, l'Association des DG des communautés de France, qui est une association indépendante connue pour sa liberté de ton et qui regroupe à peu près 1000 cadres dirigeants d'intercommunalités. L'ADGCF, en partenariat avec la SMAC, a publié d'ailleurs un guide pratique de la prévention des conflits d'intérêts, dont l'auteur est Maître Lévin Saban, qui est l'un de nos deux intervenants aujourd'hui. Lévin Saban est avocat associé au cabinet Philippe Petit et Associés, titulaire d'un DEA de droit pénal et de sciences criminelles. Vous êtes connu et réputé pour vos qualités de conseil et de défense pénale des élus et des agents publics, avec une équipe de 3 avocats. Vous produisez différents articles, dirigez des formations et faites également du coaching aux auditions en enquête pénale. Luc Brunet, mêmes études, DEA de sciences criminelles à Lyon, assistant de justice près les chambres correctionnelles de la Cour d'appel de Lyon et depuis 2000, responsable de l'Observatoire SMAC des risques de la vie territoriale. Je précise d'ailleurs que le rapport annuel de l'Observatoire 2019 qui vient de sortir et il sera présenté aux rencontres juridiques territoriales de Pantin le 20 novembre. Alors pourquoi ce sujet? Parce que le dispositif de prévention et de sanction des conflits d'intérêts s'est particulièrement étoffé ces dernières années, au point de devenir une matière juridique à part entière. Et la présentation des principaux textes et de leur application à travers la jurisprudence démontre que personne n'est à l'abri de ces situations, le juge judiciaire appliquant ces textes de manière très large. Les agents et les élus sont donc appelés à une vigilance nouvelle, rendant encore plus exigeant leur travail quotidien. La récente loi de transformation de la fonction publique vient de renforcer la prévention des conflits d'intérêts et les cadres territoriaux comme leurs élus pensent que, et ça nous verrons tout à l'heure, qu'à l'approche des municipales, ils doivent être encore plus vigilants et faire attention aux sollicitations particulières dont ils font l'objet. Nous allons tout d'abord consacrer un moment à vous rappeler ou à vous donner quelques repères indispensables, puis à partir de l'analyse de cas concrets ou de cas vécus, nos intervenants auront pour objectif de permettre à chacun d'entre vous de mieux appréhender ces notions et de trouver des solutions pratiques à des situations de conflit potentiel d'intérêt, des situations que beaucoup pensent à tort connaître. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible pour y répondre à l'issue de leur présentation ou pendant la présentation. Restez donc bien connectés. Enfin, nous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Mais commençons par vous, Lévin Saban. Depuis quelques années, on assiste à une densification des textes. Alors, merci de nous aider à les appréhender. Oui, merci. Eh ben, j'ai donc pour tâche de commencer par la partie la plus austère de nos échanges de cette matinée. Aujourd'hui, alors là, on a en une image, l'idée c'est d'avoir une prise de photo pour prendre conscience d'un point particulier de notre époque et de notre réglementation, à savoir une densification des textes. Alors l'idée n'est pas du tout de voir et traiter l'ensemble de ces sujets, mais de se dire en moins de 4 années, c'est-à-dire, je vais commencer par la première et rapidement la dernière, ou l'avant-dernière, entre le 11 octobre 2013, qui est la loi dite loi Cahuzac, on a eu la première définition posée par le législateur de la notion de conflit d'intérêts en France, donc c'était juste après l'affaire Cahuzac, et une dernière loi en septembre 2017 qui est venue nous gérer notamment toutes les questions, c'était après l'affaire Fillon, l'interdiction des emplois familiaux au sein des cabinets. Donc, on a eu 12 à 13 textes en 4 années, alors que pendant longtemps, nous n'avons eu qu'un seul texte qui continue à s'appliquer, qui est l'article du Code pénal, l'article 432, 12 du Code pénal dont on va parler. Donc, je vais le dire autrement.
on a un article du Code pénal qui régit la notion de conflit d'intérêt, qui vient sanctionner et réprimer le délit de prise illégale d'intérêt, qui s'applique alors dans cette définition-là depuis 1994 et avant sous le délit d'ingérence encore depuis encore plus longtemps. Ce texte-là dont on va débattre aujourd'hui s'applique depuis très longtemps et en octobre 2013 on a eu cette loi et avec tous ces textes-là qui sont venus régir des sous-tiroirs la notion de conflit d'intérêt, qui sont venus d'abord réglementer le statut des fonctionnaires où on a venu inscrire ces éléments de définition dans la loi déontologie de fonctionnaires. On a eu la loi Sapin 2 qui s'est intéressée particulièrement au groupe des entreprises privées. On a eu la création des référents déontologues. On a eu la notion de représentant d'intérêt qui est une notion aussi un peu singulière pour l'instant, pas bien entrée dans les mœurs des collectivités qui ne savent pas bien ce qui va se passer également demain, mais il faut connaître également cet outil-là. Donc voilà pourquoi on parle de densification de texte, mais voilà aussi pourquoi il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, non seulement le législateur et le pouvoir réglementaire s'est intéressé à ça, mais ça veut dire aussi que nos magistrats s'y intéressent et de manière plus aiguë. Ces formations qu'ont les territoriaux, les magistrats les ont également. On a eu la création de nouvelles institutions en ces 4 années, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'Agence française anticorruption, pour ne citer que les 2 plus essentiels. Ces outils-là sont des outils importants de prévention, mais aussi de détection des comportements, et donc, parfois, quand on en est là, de répression de ces comportements-là. Donc, en résumé, quand vous avez ça, quand on est face à une situation de conflit d'intérêts, eh bien, il va falloir l'appréhender peut-être différemment de ce que l'on faisait à une époque. Alors, parmi les textes que vous évoquez la loi de 2013 qui apporte une définition du conflit d'intérêts. La définition, elle est posée ainsi. On nous dit, à travers cette loi, le conflit d'intérêts, c'est une situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé, ou entre 2 intérêts publics, qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Alors, dit autrement, cette loi, qu'est-ce qu'elle vient régir? Elle nous dit, on parle, alors, conflit d'intérêts, c'est une situation d'interférence. La loi ne nous dit pas, et c'est le problème, ne nous dit pas ce qu'est une situation d'interférence. Elle nous dit le périmètre, c'est entre 2 intérêts publics ou entre un intérêt public et un intérêt privé. Elle nous dit les caractéristiques et l'intensité de cette interférence-là. Il faut que ça puisse potentiellement influencer ou est de nature à influencer. Et influencer quoi? La neutralité d'une fonction. En revanche, poser ainsi, les cas pratiques et les situations concrètes, eh bien, on les voit se défiler dans notre esprit en se disant, mais une situation d'interférence, comment je peux définir ça? Comment est-ce que je peux être pris, moi, agent public ou élu, ou un de mes élus, être pris dans un défaut de neutralité, et pire encore, dans un défaut de neutralité apparent seulement. Est-ce que je suis dans une situation d'interférence qui peut être pénalement réprimée si tout simplement j'exerce mon mandat, mais sans finalité de recherche d'un intérêt privé, mais au nom de l'intérêt communal, je crois en ce projet-là, je crois en mes partenaires, mais jusqu'à quel degré de proximité je vais pouvoir travailler avec ces partenaires-là, que je connais peut-être même avant d'avoir été élu. Donc, est-ce que je suis dans une situation d'interférence? Donc, aujourd'hui, cette loi d'octobre 2013, visualisons ces éléments clés de définition. Il faut retenir, aujourd'hui, le vocabulaire a un petit peu changé. Nous parlons bien de situation d'interférence entre des intérêts éventuellement pénalement reprochables. Ça, c'est la loi d'octobre 2013. Alors, c'est ce que vous évoquez. Exactement. C'est ce que vous évoquez. Je fais tout à fait. On a eu cette définition posée par la loi du 11 octobre 2013, mais on a cette définition posée par le Code pénal. Alors, cette notion floue d'intérêt quelconque. Voilà, exactement. Qui vient au contraire s'appliquer de manière encore plus large que la loi du 11 octobre 2013, puisque là où on a eu par la loi de 2013 une définition du conflit d'intérêt comme étant une situation d'interférence avec les éléments qu'on a indiqués, bien au contraire, on a un code pénal qui nous fait, alors pardon de le dire ainsi, un peu sous la forme d'un râteau, qui vient englober des situations encore plus larges en nous disant
que le délit de prise illégale d'intérêt, je résume et je caricature un peu cette définition posée par le Code pénal, c'est le fait pour un élu ou pour un agent d'avoir un intérêt quelconque dans une opération placée sous la surveillance de l'agent ou de l'élu. Alors, comment appréhender ce texte-là? Est-il d'ailleurs plus large que la loi du 11 octobre 2013? Alors là, je réponds tout de suite à cette question. La réponse est assurément oui. La définition est plus large. Si on veut bien passer au schéma qui suit. La prise illégale d'intérêt, en quelques mots rapidement, les conditions, il faut être agent ou élu. Ça s'applique donc à l'un comme à l'autre. On a exactement la même définition. On a pendant longtemps parlé du délit de prise illégale d'intérêt ou du conflit d'intérêt pour les élus. Alors que depuis tout temps, le délit est strictement le même pour un agent ou pour un élu. Moi, lorsqu'un DG dans sa collectivité me parle de conflit d'intérêt pour son élu et puis que dans cette même collectivité, finalement, on a également des problématiques parfois de recrutement RH quand un DGS recrute ou en tout cas un membre de sa famille est recruté au sein de la collectivité, est-ce que je ne suis pas dans un cas de conflit d'intérêt? Nous avons déjà des questions qui arrivent. Est évidemment bien oui, entendu. Mais techniquement, on est dans le même délit. Alors, les conditions agent ou élu. Deuxième condition, il faut avoir sous sa surveillance, nous dit la loi, sous sa surveillance, l'opération critiquée. Qu'est-ce que ça signifie que avoir sous sa surveillance? Sous sa responsabilité au sens administratif? Oui, mais pas que. Sous sa surveillance, alors moi je résume ça autrement quand on lit toute la batterie de décisions et les cas judiciaires que nous voyons, c'est tout simplement lorsque l'on participe à un acte de sa vie d'élu ou de sa vie d'agent. C'est-à-dire, c'est l'opération de participer à une réunion, l'opération de voter pour un élu, l'opération de participer à une commission de réflexion en amont, l'opération évidemment de signer un acte. C'est ce que l'on qualifiera d'avoir, au sens juridique du terme et au sens pénal, avoir sous sa surveillance telle opération. Et dernière condition, et la plus problématique, celle d'intérêt quelconque. Donc dans cette opération placée sous ma surveillance, en tant qu'agent ou en tant qu'élu, il faut que j'ai un intérêt quelconque. Que signifie le mot quelconque? La loi ne nous le définit pas. Le code pénal, alors si on a un peu de temps libre, on regarde un petit peu pour voir quand est-ce que le code pénal parle de quelconque. Eh bien moi je l'ai trouvé dans mon souvenir dans une seule infraction, c'est lorsqu'on parle de trafic d'influence et de contrepartie quelconque. C'est le seul moment où corruption, trafic d'influence, contrepartie quelconque, mais le droit ne définit pas cette notion. Il revient au juge judiciaire de définir ce qu'est la notion d'intérêt quelconque pour un élu. Mais quelconque, ça veut dire tout. Tout. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez avoir des magistrats, des avocats, des universitaires qui vont tâcher de vous définir en lisant et en commentant les arrêts de la Cour de cassation notamment, ou en visant surtout dans nos cabinets également toutes les situations que l'on voit et les décisions ensuite judiciaires qui peuvent être rendues. Et on essaye de donner une définition. Juridiquement, on arrive à nous dire, voilà, c'est un intérêt direct ou indirect, matériel ou simplement moral. Mais si on va plus loin et puis que l'on essaye de faire rentrer dans cette notion d'intérêt quelconque, même, pourquoi pas, un intérêt purement politique, et ben le juge pourrait venir vous dire, pourquoi pas quelconque, ça veut dire tout. Donc on a un vrai problème de définition. Donc une opération, une surveillance et un intérêt quelconque, difficile à définir. Personnel, particulier évidemment, enfin, on va évoquer des cas d'intérêt pénalement caractérisés, mais avant tout, il faut savoir que le texte prévoit la possibilité de réprimer lorsque l'intérêt est quelconque. Élément moral? L'élément moral, certains aiment bien présenter ça sous ces aspects-là, élément matériel moral. Alors, on ne se fait pas d'illusions, le défaut d'intention en matière de prise illégale d'intérêt n'existe quasiment pas. Moi, j'ai pu l'obtenir une ou deux fois, je pensais en vous le disant, des relax ou des non-lieux, je pense surtout à un non-lieu. On arrive plus facilement à convaincre un juge d'instruction du défaut d'intention qu'un juge correctionnel. En principe, l'élément intentionnel, il est dit présumé par la conscience pour l'agent ou l'élu de commettre l'acte matériellement. Le fait d'avoir conscience que vous délibérez, le fait d'avoir conscience que vous participez à une réunion, crée l'élément moral, donc la conscience de commettre
de commettre l'acte reproché. Alors, je vous propose qu'on accélère un petit peu sur cette partie des repères. Il y a une question, dans les nombreuses questions qui nous arrivent, il y en a une quelqu'un fait la transition de manière merveilleuse, parce qu'il me demande, quels sont les domaines les plus à risque. Donc, je vais aller très vite. Tous les domaines sont concernés. L'ARH, l'immobilier, la commande publique, l'urbanisme, les subventions, tous les domaines de la vie de l'élu ou de l'agent. Je vous dirais que le délit de prise illégale d'intérêt est le plus facile à caractériser, à identifier. Donc, il faut le traiter, si on veut avoir ce mot déjà préventif. Donc, tous les domaines sont concernés. Et les plus problématiques, ce sont ceux où on est à mi-chemin entre deux intérêts publics, c'est-à-dire les représentations dans les organismes extérieurs. Bon, ce qui nous conduit aux obligations des agents. Alors, avant d'évoquer ce je rassure nos différents internautes qui nous posent des questions. On va y répondre. Simplement, on suit notre chemin d'abord de bien poser les repères et puis ensuite, on sera à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, restez bien connectés. Obligation de l'agent. L'agent qui détecte un problème de conflit d'intérêts, le DG qui peut être personnellement concerné ou le DG qui est informé parce que l'un de ses agents, dans le cadre, par exemple, de l'analyse d'offres d'une consultation, se rend compte que l'un de ses agents est personnellement concerné. Quelles sont les obligations de l'agent? L'agent doit avant tout prévenir sa hiérarchie. Si c'est le DGS, il doit prévenir son exécutif. Si c'est un autre agent, il prévient son DGS. Du risque de conflit potentiel d'intérêt, donc le plus en amont possible, au moment où on le découvre, le conflit d'intérêt. Et ensuite, il faut informer la hiérarchie. La hiérarchie va tout simplement organiser ce qu'on pourrait appeler le déport de l'agent en désignant une autre personne qui va traiter et suivre cette opération, cette procédure, cette autorisation, le cas échéant, suivant la matière concernée. Et je réponds également, si c'est l'élu, quelle est la procédure? Et bien, c'est la même réflexion. Il faut que l'élu informe l'exécutif. L'exécutif, si c'est lui-même, il se déporte par un arrêté de déport. Et si c'est un adjoint, l'exécutif va faire en sorte de désigner une autre personne pour suivre le traitement de cette opération. Alors, quelques mots sur le contrôle du respect des principes déontologiques. Alors, très rapidement, cette loi de transformation de la fonction publique, elle est venue ajouter un ou deux éléments. Sa philosophie, je pense que pas mal d'entre vous, vous la connaissez, mais s'agissant de la question spécifique du conflit d'intérêts, elle est venue régir ces passages privés, publics, recrutement. Et la chose importante qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a transféré les compétences qui étaient celles de la commission de déontologie de la fonction publique vers la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui à partir du 1er février 2020 aura et assurera pleinement ces questions, notamment de modalités de recrutement d'une personne qui viendrait du privé ou d'une personne et d'un agent qui souhaiterait aller vers le privé. Donc, en une diapo qui va arriver, quelques éléments essentiels. Sur les modifications de compétences, je dirais que les points à retenir, c'est essentiellement sur l'exercice des modalités de contrôle par un agent, soit qui souhaite aller vers le privé, soit qui va revenir. Alors avant, on va partir de la situation, je dirais peut-être la plus en tout cas courante qu'on rencontre en ce moment, un agent qui souhaite aller vers le privé, qui aujourd'hui, peut-être en raison, je ne sais pas, les élections et autres, se pose la question d'aller vers le privé, des DG en fin de carrière qui attendaient la fin du mandat pour prendre leur retraite, par exemple. Je me pose la question de mon activité vers le privé. Jusque-là, un agent informait son autorité hiérarchique, une demande d'autorisation de cumul ou d'exercice tout simplement. On sollicite pour avis la commission de déontologie et ensuite l'autorité territoriale tranche en fonction de cet avis-là. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil, enfin à partir du 1er février 2020. Désormais, on va composer avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, mais on va distinguer deux situations. D'abord, pour les emplois que je vais appeler les emplois qualifiés, les emplois exposés, fléchés par la loi, DGS notamment de communes de plus de 40 000 habitants et EPCI également. Désormais, il y aura une consultation systématique de la Haute Autorité. En revanche, pour tous les autres cas, l'autorité territoriale aura plus de latitude et elle va pouvoir elle-même trancher, le cas échéant en consultant son référent déontologue, et son référent déontologue pourra
émettre un avis. Et cette même autorité territoriale, en fonction de l'avis du référent déontologue, pourra, le cas échéant, alors répondre à cette demande d'autorisation ou même consulter, mais c'est optionnel, la haute autorité pour la suite à donner. Alors, je vous propose que nous passions aux cas pratiques, mais avant les cas pratiques avec lesquels vous venez, que ce soit Luc Brunet, que ce soit Lévan Saban, il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées. Je vous propose qu'on commence à répondre à ce premier jet de questions, si vous êtes d'accord tous les deux. Certaines, peut-être, ne concernent pas directement le sujet, vous en jugerez par vous-même. Un maire peut-il louer un appartement de la commune à son fils sans une demande écrite de ce dernier? Réponse, est-ce que, j'ai décomposé votre question, est-ce qu'il peut louer à son fils? La réponse est oui, il n'y a pas d'obstacle en droit, il y a des précautions à prendre, mais il n'y a pas d'obstacle en droit. Et le problème n'est pas de savoir uniquement s'il y a une demande ou pas de la part du fils, ça renvoie à une autre problématique qui est est-ce que la procédure d'attribution de logement a été respectée ou pas? Donc ça, on n'a pas de visibilité, donc on ne pourra pas répondre à cette question. En revanche, le maire, lui, pourra tout à fait louer l'appartement à son fils s'il respecte un principe fondamental qui est de prendre un arrêté de déport. C'est-à-dire que juridiquement, le maire, oui, il est intéressé par cette décision, par le bail qui sera assigné, donc il est en conflit d'intérêts, donc il est en, le cas échéant, délit de présidial d'intérêt, s'il ne prenait pas la précaution ultime qui est de prendre un arrêté de déport et de désigner une autre personne que lui qui sera chargée d'instruire le cas échéant la demande et de signer le bail qui arriverait après. La demande écrite de ce dernier n'apporte pas grand-chose à la question? Pas par rapport au conflit d'intérêts, si ce n'est pour surveiller si oui ou non les procédures d'attribution ont été effectivement respectées en interne. Deuxième question, Luc Brunet, vous n'hésitez pas à compléter. Une personne qui a quitté la collectivité pour un opérateur privé quelconque, qui a des contrats avec la collectivité, y a-t-il conflit d'intérêts? Et oui, il y a risque de ce qu'on appelle de délit de pantouflage, c'est le délit de présidial d'intérêt a posteriori. Donc il faut veiller. Est-ce que oui ou non, on avait des contrats? Est-ce que cette personne travaillait au sein de la collectivité pour le suivi de ces contrats? Et si la réponse est oui, oui, alerte orange, un peu rouge, donc précaution à prendre. Avec éventuellement le délai de carence de 3 ans, le délai de carence de 3 ans à respecter, et donc la saisine éventuellement de la haute autorité à compter du 1er janvier 2020. Donc c'est le fait en fait qu'il y ait toujours des contrats en cours qui ont pu être traités éventuellement par cette personne. Tout à fait. Une mairie peut-elle conclure avec une entreprise un projet PPP sans appel d'offres? Peut-être dans un autre. Alors là, on est plutôt sur une problématique. On est plutôt sur la problématique consultation, marché public. Posé comme ça, je réponds non. Enfin, il faut surveiller. Mais conflit d'intérêt, on est sur un autre sujet. Alors, une question qui est intéressante parce que c'est une autre. Est-ce qu'on peut parler en l'occurrence de droit d'alerte et est-ce que les personnes qui alertent sont protégées? Il y a des personnes qui vont, je pense, alerter sur le fait qu'il risque d'y avoir conflit d'intérêts. Alors, est-ce que cette personne évoque peut-être un DG qui va alerter son élu alors, on sort du sujet, mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Je répondrai de manière. Est-ce qu'on peut faire appel à la notion de lanceur d'alerte? En matière disciplinaire, je suis tenté de répondre oui. C'est-à-dire pour d'éventuelles suites disciplinaires en interne, je suis tenté de répondre oui. Je pense qu'un juge administratif aura cette bienveillance. S'agissant d'un éventuel juge pénal, moi, j'ai jamais, je ne prends pas la question de la même manière, en ce sens que alors la notion de lanceur d'alerte, elle est prévue textuellement. On n'est pas tout à fait dans la notion qui permettrait d'y faire appel strictement. Néanmoins, si l'objectif est de saisir le procureur de la République, il faut savoir que n'importe quel citoyen peut saisir ou le procureur de la République peut s'auto-saisir. Donc, écrire à un procureur de la République, si on en arrive à ce degré ultime, oui, le faire en se disant je suis lanceur d'alerte, donc je suis préservé et protégé, je nuancerai. Je pense qu'on sera rarement dans une situation où l'on pourra faire appel en droit strict à la notion de lanceur d'alerte, sauf peut-être en interne côté suite disciplinaire. Alors,
Il y aura un deuxième jeu de questions qui arrivera tout à l'heure. Je vous propose qu'on rentre dans les cas pratiques. Hein. D'abord avec vous, Luc Brunet. Alors, je vais vous poser les questions et puis je vous laisserai y répondre. Un cadre territorial est un très bon ami de l'un des gérants d'une entreprise candidate à un marché public lancé par la collectivité. Peut-il participer à la procédure d'achat s'il s'abstient de délivrer des informations privilégiées à l'entreprise et si la collectivité respecte une stricte égalité de traitement entre les candidats? Non. Bon, c'est clair et net, c'est non. Maître Levent-Saban évoquait effectivement tout à l'heure la notion d'apparence qui avait été apparue dans la loi de 2013. Et la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu en 2016, 13 janvier 2016, effectivement, a eu à traiter ce cas précis. Les faits étaient les suivants. Un collaborateur de cabinet participe justement à la procédure d'achat public. Il rédige l'analyse des offres. Un mois plus tard, un conseiller d'opposition dénonce les faits au procureur de la République. Il estime qu'il y a effectivement une suspicion. Pourquoi? Parce que le collaborateur de cabinet en question est un très bon ami du candidat qui a reçu le marché. Et il avait d'ailleurs travaillé pour ce candidat dans une vie antérieure. Et donc, on n'est pas du tout ici dans un cas de corruption. On est bien d'accord? Dans la corruption, il faut une contrepartie. La prise d'égalité d'intérêt, ce n'est pas du tout de la corruption. On n'est pas non plus dans le cas d'un favoritisme où on a porté atteinte à l'égalité des candidats. On n'est pas du tout dans cette hypothèse. D'ailleurs, dans cette affaire que j'évoquais, le collaborateur de cabinet avait été aussi poursuivi pour favoritisme. Et il a été relaxé pour le délit de favoritisme parce qu'aucun avantage injustifié n'a été démontré auprès de l'entreprise. Par contre, l'enquête a permis d'établir qu'il y a eu des échanges téléphoniques réguliers entre ce collaborateur de cabinet et l'entreprise. Et, cerise sur le gâteau, ils étaient amis sur Facebook. Et donc, tout cela a contribué à donner un faisceau d'indices qui pouvait laisser suspecter qu'il y avait conflit d'intérêts. Et on est bien dans cette notion d'apparence de conflit d'intérêts. Peut-être qu'il n'y avait pas eu de conflit réel, on est bien d'accord. Mais on est bien sur cette notion d'apparence. Et donc, en l'espèce, effectivement, le collaborateur a été condamné. Je lis un petit attendu. Les liens amicaux et professionnels entre le prévenu et le candidat, choisis et leurs multiples contacts téléphoniques, jettent la suspicion sur l'impartialité du choix du candidat. Compte tenu de la relation amicale et professionnelle de longue date avec le gérant d'une société en compétition, il s'est trouvé en situation, ouvrez les guillemets, potentielle de conflit d'intérêts. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu démonstration effective qu'un avantage injustifié a été procuré à autrui, ça c'est le délit de favoritisme, que pour autant il ne peut pas y avoir de prise illégale d'intérêt. Sur ce cas particulier, le Levent-Saban ? Oui, je voudrais. Alors, cet arrêt est très intéressant parce que c'est la première fois que la Cour de cassation vient parler de conflit potentiel d'intérêt et d'intégrer la loi de 2013 dans sa division. Mais c'est surtout autre chose. Je voudrais amener une précision importante. Là, la Cour de cassation est venue sanctionner, enfin confirmer en tout cas une condamnation pénale pour conflit d'intérêts. Alors, on dit pour des relations amicales et professionnelles de longue date. Concrètement, il ne faut pas non plus qu'on effraie tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'un élu ne peut pas faire travailler, ou en tout cas que la commune ne peut pas travailler avec des personnes que l'on connaîtrait par exemple avant d'être élu. Le cas, il est très précis. Il y a au moins un élément très important qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que là, en l'occurrence, il s'agissait d'un directeur de cabinet dans mon souvenir, oui, mais qui était dont la SCI qui a été, enfin pardon, je vais le dire autrement, le gérant attributaire de ce marché avait une SCI domiciliée chez le directeur de cabinet. Donc la relation amicale professionnelle et le conflit d'intérêts, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école et ils avaient des relations professionnelles depuis, je crois, enfin ils remontaient à près d'une dizaine d'années avant. Donc c'est pas uniquement le réseau amical, c'est pas le fait de connaître, c'est pas attention, je suis. Alors c'est vrai, l'arrêt, la cour d'appel notamment
retient cette notion de proximité sur Facebook qui est un petit peu déstabilisant parce qu'on se dit, bah, si je dois faire gaffe, moi, à tous mes amis, faire attention à tous ceux qui sont mes amis sur Facebook et être sûr de ne pas conclure de marché avec ceux qui sont mes amis, et de dire en tout cas aux attributaires pressentis qu'il ne faut surtout pas qu'ils viennent. Donc, c'est pas bon. Donc, attention, cette notion de relation amicale et professionnelle, elle était très caractérisée et singulière dans ce dossier-là. Alors, je vous propose qu'on passe, dans la mesure du possible, moins de temps sur chaque cas parce qu'il y a énormément de questions qui arrivent. Et alors, on va passer à un deuxième cas et puis après, on répondra aux nombreuses questions qui arrivent. Un élu indique qu'il y a un cadre territorial qui serait mieux que la candidature d'un cabinet d'architectes, mieux entre guillemets, soit retenu dans le cadre d'un projet porté par la collectivité. Ce cabinet est de très bonne référence, mais est dirigé par un proche parent du maire. Le fonctionnaire peut-il, dans son rapport d'analyse des offres, préconisé de retenir la candidature de ce cabinet? Là aussi, ça répond à une situation de jurisprudence concrète qui a été tranchée par le tribunal correctionnel élémentaire. Maître Levent-Savant parlait tout à l'heure des lanceurs d'alerte en matière de favoritisme, de conflit d'intérêts. Là, ça a été le cas. C'était la DGS de l'OPHLM qui avait alerté, qui avait justement dénoncé des faits de favoritisme au sein de l'OPHLM. Elle-même a été poursuivie et elle-même a été condamnée pour favoritisme. Et dans le lot, il y avait aussi un directeur des services techniques. Et ce qui lui était reproché à lui, c'était justement d'avoir, en quelque sorte, donné suite à une recommandation forte de l'élu qui lui avait dit qu'il serait mieux, effectivement, de retenir le cabinet d'architectes qui était géré par le beau-frère du maire. Et le directeur des services techniques dans cette affaire se défendait et plaidait la bonne foi en disant « mais le cabinet en question a les meilleures références techniques, avait de très bonnes références techniques, et si je l'ai placé en tête dans mon rapport d'analyse des offres, c'est bien parce que c'était justifié objectivement. » Et le juge lui répond ben non, parce que vous saviez que c'était le beau-frère du maire, que le maire vous a fait un appel du pied pour que vous reteniez ce candidat, et donc en l'espèce, le directeur des services techniques a engagé sa responsabilité. Je cite là aussi le tribunal correctionnel. Peu importe, répond le tribunal, dès lors que l'intérêt familial et affectif suffit à caractériser le délit, dès lors, en ayant conscience du problème qualifié pénalement de prise légale d'intérêt et en intervenant ès-qualité dans le procès de ce marché au beau-frère du maire, le directeur des services techniques s'est rendu complice du délit de prise légale d'intérêt commis par le maire, parce que le maire lui-même a également été condamné dans cette affaire. Alors, je vous propose qu'il y a de nombreuses questions qui arrivent, donc on va essayer d'y répondre. La mairie de la ville a voté toutes les délibérations concernant la construction de 2 bâtiments en centre-ville. 2 ans plus tard, nous apprenons que son frère a acheté un appartement. Y a-t-il conflit d'intérêt? Ah, bonne question, beau sujet quand c'est dans ce sens-là. Il y a deux manières de voir le problème. Est-ce qu'au moment du vote de la première opération, on dit par la commune, voilà, l'opération qui s'est faite par la commune, est-ce que l'élu, on va partir de l'élu parce que le délit de prise d'intérêt s'applique qu'à l'élu, pas au particulier, le particulier il est en recel de prise d'intérêt, est-ce que l'élu savait d'ores et déjà que l'un des appartements serait potentiellement acheté ou pas? Il est probable que l'élu arrive à démontrer que non, mais on ne sait pas, voilà, tout est possible. Alors en revanche, au moment de la vente, parce que bon, là, c'est une opération, j'imagine que ça s'est passé entre les mains d'un tiers, c'est le promoteur peut-être qui a vendu l'appartement, donc pas évident de parler de conflit d'intérêt, pas évident de parler de prise d'intérêt pour l'élu, sauf si l'organisme qui a revendu, et ben si près ou loin on a des élus, ça peut ne pas être le maire, ça peut être un adjoint au maire qui préside là, oui, il peut y avoir prise d'intérêt pour cet élu-là. Oui, dans ce même ordre d'idée, j'ai souvenir d'une jurisprudence où j'ai pris la référence exacte, mais où un élu avait été condamné de ce chef. Alors là, ce n'était pas pour son frère, c'était lui-même qui avait acheté un immeuble. Et on peut supposer qu'effectivement, il savait lorsque le projet immobilier a été lancé que lui-même allait être acheteur. Et donc, il a été condamné pour prise d'intérêt. Un agent venu du privé dans le cadre de la commande publique est confronté à un appel d'offres avec des candidats étant son ancien employeur. Quelles sont les recommandations? Il faut qu'il se déporte. Il faut qu'il l'écrive à sa hiérarchie, qu'il ne traite pas de l'examen de cette consultation-là. Alors, très souvent, malheureusement, dans certaines collectivités, on n'est pas assez nombreux, on est le seul agent qui est très spécialisé dans tel secteur-là.
Et donc, ça devient difficile de donner ça à un autre. Mais on a un problème de conflit d'intérêts. Donc, l'agent, oui, aura intérêt parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'attribution elle-même qui risque d'être mise en péril et l'élu qui va signer, si la problématique conflit d'intérêts lui est signalée, c'est vers lui peut-être qu'on risque de porter l'attention. Et est-ce qu'on peut l'accrocher sur complicité? Non. Mais en revanche, l'agent, complicité par fourniture de moyens de préciser l'intérêt, je ne sais pas, tout est possible, oui. Donc l'agent ne doit pas prendre part à cette consultation. Et je me permets de compléter la question. En pratique, on a, une fois qu'on me pose cette question, ce qui vient après, c'est oui, mais moi, ça fait déjà 2 ans que je ne suis plus dans cette entreprise-là. Combien de temps ça va durer? Eh bien, là, c'est le grand flou parce que le texte ne prévoit aucune durée. Voilà, il y a un délai de viduité à garder et à conserver. Moi, j'estime que si on pouvait s'aligner sur le délit de pantouflage 3 années, on doit considérer quand même qu'on aura la bienveillance des magistrats qui seraient saisis de cette question en disant que 3 années après, j'ai vraiment coupé les ponts avec mon ancien employeur. Donc attention au délai qui passe. Alors, 2 questions que je vais regrouper parce qu'elles sont à peu près les mêmes. En phase de consultation dans un marché public, peut-on déjeuner avec notre prestataire de longue date dans un souci d'entretenir de bonnes relations professionnelles qui est susceptible d'être candidat à la consultation en cours? Et une question annexe, mais est-ce qu'on peut recevoir en tant qu'agent des cadeaux de fin d'année, chocolat, champagne, de la part de nos opérateurs avec qui nous avons des marchés? À la première question, la réponse est non. Abstenez-vous de tout déjeuner, toute rencontre pendant des phases de consultation, même si ce sont des prestataires qui sont déjà attributaires et que vous voyez, eh bien, raison de plus. Et je dirais ceux qui sont déjà attributaires comprendront encore mieux ou devraient mieux comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, ben voilà une bonne raison pour s'en éloigner. Mais en période de consultation, là, vous êtes exposé à un risque alors on peut parler de qualification, c'est des mots, ce sont des gros mots, mais corruption, trafic d'influence, éventuellement délit de favoritisme, enfin octroi d'avantages injustifiés, pas que du conflit d'intérêts, on est plutôt sur ces 3 premières qualifications que je vous citais. Donc en phase de consultation, on s'abstient de ces contacts-là. Et un peu dans la même famille, je dirais, les cadeaux de fin d'année. Bon, si ce sont des cadeaux d'usage, alors quand on est DGS, c'est peut-être pas mal de peut-être faire une note d'information. Certains maintenant sont tentés de le faire en raison justement des exigences. Souvenez-vous de cette première diapo sur cette densification des textes. Les temps ne sont plus les mêmes. Donc oui, il faut réglementer en interne ces notions de cadeaux d'usage et qu'est-ce qu'on en fait. Donc cadeau d'usage, qu'est-ce que c'est? Si vous avez une DSP en cours de renouvellement puis que vous recevez 2 caisses de champagne, ce n'est pas un cadeau d'usage. Si vous recevez même une bouteille de champagne d'un attributaire, voyez ce que vous en faites. Vous pouvez peut-être la laisser dans le service et puis faire attention aux cadeaux personnalisés. Il faut absolument éviter. Ça s'appelle à votre bon sens aussi, d'une certaine manière. Il y a encore beaucoup de questions qui arrivent. Je vous propose qu'on traite le 3e cas que vous évoquiez. Le président de notre EPCI est concerné par la modification du PLUI qui devrait rendre constructives certaines de ces parcelles. Il demande conseil au directeur général qui lui indique de ne pas participer au vote. Est-ce suffisant pour écarter toute prise illégale d'intérêt? La réponse est là aussi catégorique, non. C'est-à-dire que la Cour de cassation va très loin dans le domaine, c'est-à-dire que non seulement l'élu doit s'abstenir de participer au vote de la délibération, non seulement il doit sortir, parce que sa seule présence au moment du vote, même s'il ne participe pas au vote, ça va être considéré comme exerçant une influence éventuellement sur les élus qui sont présents, mais il doit s'abstenir de toute participation au processus décisionnel. Ça veut dire qu'il doit aussi s'abstenir de participer au débat, de toute émission dans le dossier, en fait, où il est intéressé. On parlait du devoir de déport tout à l'heure, mais il y a aussi un devoir d'abstention qui est absolu, c'est-à-dire que l'élu, effectivement, ne peut pas participer au débat, il ne peut pas participer à l'instruction du dossier, il ne peut pas signer des courriers qui sont relatifs au dossier dans lequel il est impacté. Donc là-dessus, le devoir d'abstention est absolu, et c'est vrai que chaque fois que la Cour de cassation a été saisie, elle l'a rappelé avec force, et notamment dans cet arrêt du 22 février 2017. Je cite, « La participation serait-elle exclusive de tout vote d'un adjoint au maire d'une commune à un organe délibérant de celle-ci lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance sous l'administration de l'opération. » Et précision aussi importante et qui montre effectivement toute l'étendue du champ du délit pris avec un intérêt, ouvrez les guillemets,
l'article 432-12 du Code pénal n'exige pas que l'intérêt pris par le prévenu soit en contradiction avec l'intérêt communal. C'est-à-dire que l'intérêt de l'élu et l'intérêt de la commune peuvent être convergents. Peu importe, le délit peut être caractérisé dans cette situation. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles il va falloir répondre. Et puis après, il nous reste 20 minutes. Et après, peut-être dans les cas que vous proposiez, Maître Saban, nous en choisirons un ou deux en fonction du temps qui nous reste. Les questions. Alors, un agent de la fonction publique territoriale, catégorie C, en poste informatique PAO et auto-entrepreneur, activité accessoire déclarée en informatique PAO, en disponibilité pour élever son enfant de moins de 8 ans, peut-il, dès son départ en disponibilité, réaliser des travaux de PAO pour la collectivité dans le cadre d'un marché? Longue question. Longue question, mais la problématique est assez simple et on la rencontre souvent. La difficulté, c'est qu'il place ses collègues qui vont être amenés à examiner son offre en situation de conflit d'intérêts. Concrètement, il s'agit du risque pris par ses collègues d'être placés eux en conflit d'intérêts pour avoir, alors pour reprendre les définitions du texte, un intérêt quelconque dans une opération d'analyse d'une offre d'un de mes collègues ou anciens collègues. Mais vous ne pouvez pas en soi empêcher cette personne-là de candidater. Donc, ces situations font partie des impasses un peu juridiques que l'on a en droit. Après, sauf à moi, à mon avis, aujourd'hui, c'est avec notamment, je pense à la nouvelle loi de transformation de la fonction publique, je pense que la haute autorité des situations comme ça, elle posera des conditions, c'est-à-dire oui, vous pouvez aller dans le privé, oui, vous pouvez exercer cette activité-là et cumuler, toutefois, vous ne devrez pas travailler avec votre collectivité. Et alors, c'est un peu presque hors clou par rapport au conflit d'intérêts, néanmoins, en termes d'exigence de probité, on est dans un régime dérogatoire de demande d'autorisation d'exercer cette activité-là. Et bien, je pense que la haute autorité va être amenée à poser cette condition-là qui devra être respectée pendant un délai de 3 ans, posée par la haute autorité, à défaut de quoi l'agent pourrait même se voir interdire d'être réintégré dans une collectivité. Donc, je réponds à ce jour, il y a peut-être un flottement, mais je le déconseille à cet agent-là de travailler avec cette collectivité. Oui, la commission de déontologie qui est actuellement compétente émet ce type de recommandation aussi. Donc, lorsqu'elle est saisie, effectivement, elle va pas toujours, pas toujours, mais voilà, effectivement. Et donc, effectivement, la haute autorité, on peut espérer que la haute autorité sur la transparence dans la vie publique elle-même posera ce type de recommandation. Alors, il nous reste 6 questions. Donc, nous allons essayer de les traiter le plus brièvement possible. Je sais que ça n'est pas facile. Lorsqu'on travaille dans un service de formation, sans fonction de surveillance, peut-on cumuler une activité de formation pour le compte d'organismes de formation privée qui pourraient répondre à des consultations de la collectivité? C'est-à-dire faire partie d'un service de formation de la collectivité et répondre à des organismes de formation pour être formateur pour ces organismes privés. La réponse est non. Enfin, on est en situation de conflit d'intérêts également. Là, très clairement. Jusqu'à quel point peut-on interpréter le lien familial dans une situation de conflit d'intérêts, notamment concernant le cas d'un maire d'une petite commune devant prendre une décision relative à un projet pour lequel son cousin est concerné? Là-dessus, le texte ne précise pas. Là, on parle d'intérêt quelconque, effectivement. Donc, vous n'avez pas, dans le texte du Code pénal, un texte qui vous définit le lien de parenté au-delà duquel ça serait légal. Donc, c'est une appréciation qui se fait au cas par cas. Et on a déjà eu des situations où c'était le beau-frère du frère du maire. Donc, c'est vraiment une appréciation qui va se faire au cas par cas par le juge. Ne cherchez pas à démontrer que vous êtes brouillé avec votre cousin très très éloigné pour dire qu'il n'y a pas d'intérêt, ça ne marche pas. Donc moi je répondrai encore autrement, c'est jusqu'au moment où le juge, vous lui donnez envie de vous condamner ou de vous relaxer. Donc le lien de parenté, il est très 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 extensible. Il y avait un rapport de la Cour de cassation qui avait été rendu public en 1999. Vous aviez un magistrat qui avait formulé une étude. Il avait dit où s'arrête le délit de prise illégal d'intérêt, ouvrez les guillemets, là où s'arrête le soupçon. Voilà, vous avez la réponse. Un maire intéressé peut-il présider la séance d'un conseil municipal et sortir de la salle au moment du vote? Bon, je pense que... Alors, plus aujourd'hui, c'est très important. Cette question, elle est très importante. C'est qu'on considère à tort qu'il suffit de ne pas participer à un vote, pas participer au débat. Aujourd'hui, il est très important de formaliser. La loi vous impose, et l'état d'esprit de tout le mouvement législatif réglementaire vous impose 2 formalités. La première, faire œuvre de transparence,
faire œuvre de transparence dans le conflit potentiel d'intérêt. Et la deuxième, se déporter. Donc, en ne faisant que vous abstenir de voter, vous remplissez la deuxième condition, mais vous n'avez pas fait la première. Et la première, elle est régie, elle est prévue en prenant un arrêté de déport. Il faut que le maire formalise un arrêté dans lequel il va se déporter et désigner une autre personne qui va suivre toute cette opération. Et ensuite, évidemment, il sort de la salle et il fait ce qu'il a à faire pendant la conseil municipal. Le prestataire actuel d'un marché peut-il aider à la rédaction du DCE et participer à la consultation? Et posé comme ça, la réponse est non. Ça va de soi. On est dans la vraie vie. Hein. Oui, oui. En revanche, attention, parce que là, il y a un peu le sous-tiroir, ce qu'on appelle le sourcing. Le sourcing, il est codifié. Le sourcing est possible. Donc, on n'est pas en train d'aider dans la rédaction d'un DCE, mais parfois, on est quand même dans des études et une consultation un peu ouverte en amont où cela détermine la rédaction d'un DCE. Donc, réponse non en principe. Et puis peut-être prêter une attention particulière au DCE, au sourcing. Là, on serait dans le champ du délit de favoritisme, pas de la prise de d'intérêt. Lorsque des élus portent une double casquette, alors celle-là, on va la prendre, on ne pourra pas toutes les prendre. Lorsque des élus portent une double casquette, élus de PCI et élus départemental, quelles précautions faut-il prendre pour éviter les conflits d'intérêts? Je m'attendais plutôt à ce que ce soit commune et département et EPCI, mais là c'est EPCI et département. Enfin, pour l'instant, l'état du droit, on a la notion de conflit entre deux intérêts publics qui est écrite, rédigée, et on a le code pénal qui vient passer par là. Donc la réponse est oui. La réponse est une personne qui donne des précisions sur les cas de conflit entre deux intérêts publics. Donc la réponse est oui, il faut faire attention, c'est-à-dire que quand l'élu départemental vote une opération spécifique à sa commune, qui concerne un équipement sur sa commune, par exemple, oui, en principe, les services du département l'alertent en disant vous ne votez pas cette délibération-là. En revanche, quand vous avez le vote du budget, les voiries, qu'est-ce que vous faites là? Vous interdisez à tous les élus de voter. Donc, on sent, enfin, il y a une impasse aujourd'hui. Il y a vraiment ce flou qui a amené, il faut le savoir, la haute autorité, je réponds pour la question qui suit, la haute autorité dans son dernier rapport d'activité a préconisé la suppression de la notion de conflit entre deux intérêts publics parce qu'on s'est rendu compte que c'est, moi j'appelle ça impraticable. C'est une notion qui est impraticable. La haute autorité pour l'instant amène des nuances dans ses recommandations où, on pourra en reparler, c'est un peu un débat d'experts, mais c'est important en termes de solutions pratiques. Aujourd'hui, la pratique, quelle est-elle? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? C'est à chaque fois qu'on a un équipement qui est fléché, l'élu doit s'abstenir. L'élu, on l'invite à s'abstenir. Il n'a pas toujours du mal à, en tout cas, il a du mal à accepter cette idée-là, en prenant des exemples un peu ou des contre-exemples un peu à l'absurde, comme je le disais tout à l'heure. Mais il vaut mieux le faire ainsi. Puis, sauf équipement fléché, ne pas s'abstenir. On va prendre une dernière question, puis après, on viendra sur un des cas que vous vouliez évoquer tout à l'heure, peut-être. Je passe une question courte. Concernant l'arrêt de départ du maire que vous évoquiez, est-ce obligatoirement au premier adjoint de le remplacer ou est-ce que ça peut être n'importe quel conseiller municipal? N'importe quel en tout cas, n'importe quel élu, je pensais plutôt à des élus ayant déjà une délégation de signature. C'est un peu mieux, on va dire, pour la pratique. Municipal. Voilà, mais en tout cas, ce n'est pas nécessairement le premier adjoint. Il faut savoir que l'arrêté de déport, dans lequel le maire désigne un autre élu, vaut délégation de signature. Il n'y a pas besoin d'un autre arrêté de délégation de signature pour l'élu en question. Je crois qu'il y a un cas concernant une SEM que vous souhaitiez éventuellement évoquer. Ou sinon, il y a encore deux autres questions. Je propose qu'on réponde alors peut-être. Un directeur d'un établissement public de santé et membre d'une association caritative locale. Cette dernière envisage de collecter des fonds au bénéfice d'un équipement destiné à l'un des services de l'établissement de santé. Peut-on qualifier cette situation? Et quelles conséquences éventuelles? On peut qualifier cette situation de conflit potentiel d'intérêt. Le directeur en question, pour que lui, donc agent public, pour que lui, on puisse le considérer comme étant en conflit potentiel d'intérêt, il n'y a pas besoin qu'il soit président de l'association, il n'y a pas besoin qu'il soit salarié ou un membre de sa famille salarié. Il suffit, aujourd'hui en l'état des textes en tout cas, il suffit qu'il soit tout simplement membre de cette association pour qu'on considère que, aux yeux des tiers, sa décision ou en tout cas son action peut manquer de neutralité. Donc la réponse est, alors c'est un peu brutal, mais il faudrait qu'il
tout simplement, il ne soit plus membre de cette association, et là, il ne pourra pas être suspecté de manquant de neutralité éventuelle. Du Bonnet ? Oui, ça fait écho à une jurisprudence de la Cour de cassation qui concerne les élus, qui a été rendue en 2008, et qui montre effectivement que ça peut aller très loin. Et on revient un peu à la frontière de ce que disait Maître Levent-Saban tout à l'heure sur le conflit d'intérêt public-public. C'était le cas d'élus qui étaient membres de droit d'association, donc ils n'étaient pas membres de ces associations intuitif personnel, ils n'y étaient pas à titre personnel, mais ils y étaient en tant que représentants de la collectivité. Et le fait d'avoir voté des subventions à cette association, bien qu'ils y étaient membres de droit, a été jugé comme étant constitutif de prise légale d'intérêt. Alors, je vous propose qu'on évoque quelques cas pratiques que vous proposez. Je vous laisse peut-être choisir parmi ceux-là. Pour nous, on peut même répondre très très vite à chacun d'entre eux. D'accord. Il nous reste Est-ce que vous les lisez? 9 minutes. Oui. Je suis DGS d'un EPCI. Mon ex-conjoint, dont je suis séparé depuis 10 ans, se porte candidat à un emploi de l'EPCI. Puis-je participer à ce recrutement? Comment gérer la carrière de cet agent en cas de recrutement? Est-ce que je peux participer à ce recrutement? Pardon, la réponse est non. Il faut s'abstenir de participer à ce recrutement, quelle que soit même la violence ou l'état de séparation. Donc, il ne faut prudentiellement pas participer à ce recrutement. Il faut que je demande la désignation d'une autre personne qui va me remplacer pour suivre ce recrutement. Si cette personne est recrutée, parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité, comment gérer la carrière de cet agent? Donc, c'est là où ça devient un peu compliqué, mais la réponse est toujours la même. C'est une autre personne que le DG qui devra suivre ce recrutement, l'évaluer, etc. Le PCI envisage de recruter une personne comme chargée de mission à la transition énergétique. Le PCI reçoit des candidatures très intéressantes de personnes travaillant chez GRDF. Or, le PCI a plusieurs marchés avec GRDF. Un tel recrutement est-il possible? Et si oui, l'argent recruté pourra-t-il travailler sur nos marchés en lien avec GRDF? Est-ce que le principe de ce recrutement est possible? La réponse est oui, il n'y a pas d'incompatibilité textuelle dans ce sens-là. En revanche, la question qui suit, l'agent recruté pourra-t-il travailler sur les marchés en lien avec GRDF? La réponse est non, il sera en position de conflit d'intérêts. Donc, au moment du recrutement, vous devez vous poser la question, est-il pertinent de recruter cette personne-là? Est-ce qu'on a le bon profil? Alors, on a le bon profil pour sa technicité et son expertise, mais pour la suite, ça va être compliqué. La commune dont je suis DGS envisage de créer une SEM. Le maire tient à garder la gouvernance de cette SEM et veut en assurer la présidence. Y a-t-il une incompatibilité ou un risque de conflit d'intérêts dans les relations ville-SEM pour le maire? Alors, est-ce qu'il y a une incompatibilité de principe? La réponse apportée par la loi, non, on peut tout à fait faire les deux. En revanche, on a une vraie difficulté de télescopage des textes et là, je voudrais tendre le coup à parfois des erreurs d'interprétation, mais en tout cas à une connaissance juridique qu'ont la plupart des territoriaux sur cette question de SEM et de gouvernance. Il y a un article du Code général des collectivités territoriales auquel tout le monde fait référence, y compris parfois pour délivrer conseil, où il est indiqué que s'agissant des relations entre une ville et une SEM, lorsque l'élu agit en tant que mandataire de la collectivité, on considère que pour toutes les délibérations prises par la ville, l'élu n'est pas intéressé au sens du Code général des collectivités territoriales. Je le dis autrement, aujourd'hui, beaucoup imaginent que dans ces relations SEM-ville, à chaque fois que l'élu va délibérer sur une opération qui concerne la SEM, il n'y a pas de conflit d'intérêt puisque le Code prévoit cette dérogation. C'est tout à fait faux, c'est important de le savoir, c'est-à-dire que là, le Code général des collectivités territoriales prévoit cette dérogation en disant ce ne sera pas une délibération prise par un conseiller intéressé au sens du droit administratif. En revanche, tout le champ du droit pénal est complètement ouvert. C'est-à-dire que l'élu qui prend part à une décision au sein de la ville susceptible de concerner une SEM dont il a la gouvernance est susceptible de commettre le délit de prise illégale d'intérêt. Peu le savent parce que, je ne sais pas, on fait une erreur d'interprétation sur ce texte-là. La haute autorité, dans son dernier rapport, l'a écrit très clairement. Une des premières fois où, enfin, je le lisais, où on peut le lire en tout cas, et on a du mal à être entendu, mais prudentiellement, alors c'est très important, ça veut dire que les élus, pour toutes les relations avec les SEM, ne doivent pas
délibéré ne doit pas prendre part, mais en amont, lorsque vous êtes en situation de réflexion, quand vous voulez garder la gouvernance, eh bien oui, il va falloir expliquer à votre exécutif qu'il ne pourra pas, enfin, on lui déconseille de prendre la gouvernance de cette SEM tout en étant exécutif de la commune pour justement protéger les relations et l'activité et la situation personnelle de l'élu. Je vous propose qu'on prenne très brièvement encore 2 cas, si vous le voulez bien, notamment. Le maire est victime d'une diffamation. Il souhaite demander à son conseil municipal le bénéfice de la protection fonctionnelle. Si le maire ne doit pas participer au débat et au vote de la délibération sur cette affaire qui le concerne, peut-il néanmoins le convoquer? Dans le doute, je lui ai recommandé de faire signer la convocation par son premier adjoint. Y a-t-il un risque de conflit d'intérêts? Oui, il y a un risque de conflit d'intérêts. On oublie cette ultime précaution, c'est-à-dire quand on a organisé le déport, eh bien parfois, DG, en dernière minute, on dit bah, mince, la convocation au conseil municipal, qui va la signer? Je vais la faire signer à mon premier adjoint. Non, si on n'a pas fait l'arrêté de déport, et surtout en amont, convoquer le conseil municipal, moi je préconise de prendre un arrêté de déport suffisamment amont pour faire désigner une autre personne qui va convoquer le conseil municipal. Et les actes ultérieurs, c'est-à-dire la délibération elle-même et puis tous les actes d'exécution à cette délibération. Mais ça, c'est un point de formalisme qu'on oublie. Mais le maire peut se retrouver en délit de prise de l'intérêt sur une simple délibération de protection fonctionnelle pour simplement avoir signé, lui ou un de ses adjoints qui accomplit ces actes-là sous sa surveillance au sens juridique du terme, cette convocation au conseil municipal. Donc il faut vraiment, dès l'amont, prévenir ce problème-là. Yvonne, sur ce point? Oui, certains élus oublient même que le fait de s'octroyer la protection fonctionnelle est constitutif justement du délit de prise d'égal d'intérêt. Donc, ils ont déjà un procès pénal, ils vont solliciter la protection fonctionnelle, ils vont voter même parfois pour leur propre protection, et donc là, ils commettent une deuxième infraction. Et on a déjà eu des cas qui ont été traités en la matière en jurisprudence. Alors, on va reprendre une question parce qu'elle me paraît importante. La loi favorisant l'embauche d'agents venant du privé est dans un but d'apporter de nouveaux horizons, techniques ou autres. Donc, je pense qu'il parle du texte du 6 août. Or, le risque de conflit d'intérêts empêche tout l'intérêt d'embaucher des agents venant du privé. Est-ce que c'est exact? Pas tout à fait empêcher, en tout cas, enfin indirectement oui, je vois bien la question, l'auteur de la question a raison, indirectement ça revient à ça, parce que lorsque vous allez recruter des personnes du privé, c'est pour leurs compétences techniques, il faut juste être certain qu'au sein de la collectivité, vous allez pouvoir les employer à des domaines qui vont au-delà des compétences, notamment de leur ancien employeur. C'est surtout ça le problème. Et un dernier cas, avant de conclure, je découvre que notre AMO a des liens de capitaux avec un groupe du BTP susceptible d'être concerné par le marché à venir. Y a-t-il un risque de conflit d'intérêts? Quelles précautions prendre le cas échéant? Alors, il y a un risque de conflit d'intérêts aigu pour l'AMO qui ne s'est pas auto-révélé, auto-désigné à sa collectivité, à son adjudicataire. Donc, il revient à lui, avant tout, d'afficher ces liens-là, même en amont, je dirais au moment du marché. Mais en revanche, si vous le découvrez en cours de procédure, il va falloir laisser des marques de bonne foi et des marques importantes pour montrer que vous l'ignoriez avant. Donc là, oui, il y a une procédure, il serait préférable de l'interroger par écrit sur ces liens-là. Et parfois, alors on manque de temps pour traiter cette situation, mais parfois dans les cas les plus aigus, peut-être aller jusqu'à la résiliation du marché lui-même, le cas échéant. Alors, on signale qu'il nous reste encore quelques minutes, donc je pose un dernier cas pratique. Je suis membre avec une réponse rapide, s'il vous plaît. Je suis membre du conseil d'administration d'une association qui vend à la collectivité des prestations sociales. Dois-je démissionner de l'association pour éviter tout risque de conflit d'intérêts? Réponse non, il n'y a pas d'incompatibilité en soi, mais en revanche, une fois revenu dans la collectivité, il faut faire attention à ce que vous faites avec cette association-là. Voilà. Bien, écoutez, malheureusement, nous arrivons à la fin du temps dont nous disposions pour cette webconférence. On va devoir mettre un terme à cette séance de questions-réponses riche de questions et de réponses. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse, il y en a eu quelques-uns à leurs questions. VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert qui vous permet de poser directement vos questions d'ordre réglementaire par téléphone à des experts du secteur public et d'obtenir une réponse immédiate. Et moi, je vais remercier particulièrement nos deux intervenants pour leur disponibilité et la qualité de leurs réponses. Merci. Merci à vous.